Au cœur vibrant de Lagos, métropole tentaculaire où la fortune et la misère se côtoient sans jamais vraiment se mêler, se dressait la tour Adabola, un monolithe de verre et d'acier dominant l'île. C'est là, au 50e étage, dans un somptueux bureau d'angle, que le chef Richard Adabola, 65 ans, contemplait la ville bourdonnante à ses pieds. Son nom inspirait le respect à des milliers d'employés. Lors des conseils d'administration, les hommes les plus aguerris écoutaient en silence lorsque sa voix grave résonnait. Son empire commercial s'étendait sur toute l'Afrique de l'Ouest, faisant de lui l'un des hommes les plus riches du continent. Pourtant, malgré tout son pouvoir et son influence, il y avait un domaine où son autorité était sans cesse bafouée. Sa propre maison, par ses propres filles jumelles. L'interphone grésilla. « Monsieur, les rapports trimestriels sont prêts pour votre examen », annonça sa secrétaire. « Pas maintenant, Patricia. Ne me passez aucun appel. » Richard se massa les tempes, son esprit entièrement tourné vers Daisy et Diana. Il avait fallu 10 longues années à sa femme Catherine et à lui pour les concevoir. 10 années de consultations médicales, de prières et d'espoirs déçus. Lorsqu'elles étaient enfin arrivées, il avait juré de leur offrir tout ce que l'argent pouvait acheter. Peut-être fût-ce là sa plus grande erreur. À 28 ans, les jumelles se disputaient encore comme chien et chat pour les motifs les plus futiles. Un tube de dentifrice, une robe, une coiffure, ou même la couleur la plus appropriée pour un lundi matin. On lui demandait souvent, « Chef, comment des jumelles peuvent-elles tant se quereller? Êtes-vous certain qu'elles sont vraiment jumelles ?» Il en riait en public, mais en privé, la même question le tourmentait. Diana était la plus posée, la plus sensée. Diplômée avec mention de la Lagos Business School, elle avait insisté pour commencer comme simple stagiaire dans son entreprise, malgré ses protestations. « Papa, je veux mériter ma place », avait-elle déclaré, avec cette lueur de détermination dans le regard. « Je ne veux pas qu'on dise que j'ai obtenu mon poste parce que je suis ta fille. » Elle avait gravi les échelons, impressionnant collègues et concurrents par son sens aigu des affaires. Aujourd'hui, elle dirigeait pratiquement la moitié de la société, et Richard ne pouvait être plus fier. Daisy, en revanche, était un ouragan vêtu de haute couture. Bruyante, tempétueuse et prompte à l'emportement, elle pouvait débattre de tout et de rien. Après des études d'architecture à l'université de Lagos, elle avait promptement annoncé qu'elle refusait de s'enfermer dans un bureau ennuyeux à dessiner des maisons. À la place, elle organisait des fêtes somptueuses dans le manoir de Banana Island que Richard lui avait offert, vivant chaque jour comme une célébration, convaincue que le monde lui devait un divertissement constant. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» suppliait Catherine lors de leurs fréquentes disputes familiales. « Et pourquoi ne pourrait-elle pas être plus comme moi ?» rétorquait Daisy. La vie est trop courte pour la gaspiller derrière un bureau, à faire semblant d'être importante. Au moins, moi, je sais m'amuser. Ce soir-là, alors que Richard examinait des propositions commerciales dans son bureau, son téléphone sonna. C'était son ami de longue date et partenaire en affaires, le chef Benjamin Thompson. « Richard, mon fils Oliver vient de rentrer de Londres avec son MBA. Te souviens-tu que nous avions évoqué la possibilité de l'unir à l'une de vos filles ?» Richard se redressa. « Ah oui. Comment va le garçon ? Vif comme l'éclair, tout comme son père. Il est prêt à s'installer, et tu sais tout le respect que j'ai pour ta famille. Je pensais que Daisy serait parfaite. C'est l'aînée, et elle a cette personnalité si vibrante. » Richard eut un petit rire malgré ses inquiétudes. Vibrante est une façon de le dire. Laisse-moi en discuter avec les filles. Le soir, la famille Adabola était réunie pour le dîner dans leur magnifique demeure de Victoria Island. La salle à manger pouvait accueillir 30 convives, mais ce soir-là, il n'était que 4. « Les filles, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer », commença Richard. « Laisse-moi deviner », lança Daisy sans lever les yeux de son téléphone. « Encore un contrat ennuyeux que Diana va gérer pendant que je suis censé sourire et faire joli à une quelconque soirée de lancement. » Daisy, pose ce téléphone pendant le dîner, la réprimanda doucement Catherine. Daisy posa son iPhone à contre-cœur, ses ongles fraîchement manucurés tambourinant sur la table en acajou. Le fils du chef Thompson, Oliver, est de retour de Londres, poursuivit Richard avec précaution. C'est un jeune homme impressionnant, avec d'excellentes perspectives, et, eh bien, Benjamin et moi avons discuté de la possibilité d'un arrangement matrimonial. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Diana semblait pensive, mais prudente. Les yeux de Daisy s'écarquillèrent d'horreur. « Un mariage ? Papa ? Tu es sérieux ? » s'exclama-t-elle, sa voix grimpant de plusieurs octaves. « Je ne suis pas prête pour le mariage. Je profite encore de ma vie de jeune fille. Le mariage, c'est des responsabilités, et devoir demander la permission avant de faire quoi que ce soit. » Daisy,
tu as 28 ans, fit remarquer Catherine avec diplomatie. La plupart des femmes de ton âge sont déjà mariées avec des enfants. Et regarde comme elles sont devenues ennuyeuses. Jennifer s'est mariée il y a 2 ans, et maintenant elle ne parle que de lait en poudre et de marque de couche. Non merci. Richard tenta une autre approche. Oliver a beaucoup de succès, Daisy. Il possède sa propre société d'investissement, des propriétés à Londres et à Lagos. Papa, je me fiche qu'il possède la moitié de l'Angleterre. La voix de Daisy atteignit des sommets. Ça ne m'intéresse pas de me laisser enchaîner par le mariage. Je veux voyager, faire la fête, vivre ma vie. Pourquoi Diana ne l'épouserait-elle pas à ma place? Tous les regards se tournèrent vers Diana, qui avait observé le drame en silence. Eh bien, dit-elle pensivement, je serais disposée à le rencontrer d'abord. S'il est aussi respectable que le dit le chef Thompson, et si nous sommes compatibles, alors je ne vois pas pourquoi pas. La bouche de Daisy s'entr'ouvrit. Diana, tu ne peux pas accepter d'épouser un parfait inconnu. Je n'accepte pas de l'épouser, répondit calmement Diana. J'accepte de le rencontrer pour voir s'il y a un potentiel. La différence est de taille. Mais je suis l'aînée. Protesta Daisy. La tradition veut que je me marie la première. La tradition veut aussi que l'aînée soit plus mature et responsable, rétorqua Diana avec une douceur ironique. 2 semaines plus tard, Oliver Thompson arriva au manoir Adabola pour ce que Daisy appelait dramatiquement le dîner d'audition. Il était grand, élégant, et s'exprimait avec l'accent poli de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps dans les cercles d'affaires internationaux. Richard observa avec une satisfaction croissante Diana et Oliver engager une conversation brillante sur les marchés mondiaux, les stratégies d'investissement et leur appréciation commune de la littérature classique. Daisy, pendant ce temps, passait la soirée à faire défiler son téléphone, levant occasionnellement les yeux au ciel devant ce qu'elle considérait manifestement comme un étalage intellectuel ennuyeux. Alors, Oliver, l'interrompit Daisy, que faites-vous pour vous amuser? Ou êtes-vous du genre à penser que le divertissement consiste à lire le Financial Times? Oliver rit de bon cœur. J'apprécie beaucoup de choses. Voyager, découvrir de nouvelles cuisines, la voile, le tennis. Et vous, Daisy? J'organise des fêtes, dit-elle avec un sourire malicieux. Des fêtes épiques, légendaires. Diana pense que je suis frivole, mais je crois que la vie devrait être une célébration continue. Il n'y a certainement rien de mal à profiter de la vie, admit Oliver avec diplomatie, bien que son attention revint sans cesse à la conversation plus substantielle de Diana. Au fil de la soirée, il devint évident qu'Oliver et Diana avaient trouvé quelque chose de spécial. Ils partageaient des valeurs similaires, des ambitions complémentaires et semblaient sincèrement intéressés par les pensées et les rêves de l'autre. Après le départ d'Oliver, Daisy accula sa sœur dans le salon. « Je n'arrive pas à croire que tu envisages sérieusement cette absurdité de mariage arrangé. Tu viens de le rencontrer il y a 3 heures. Et tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent me plaît, répondit Diana. Il est intelligent, ambitieux, respectueux, cultivé. Ennuyeux comme la pluie. Stable et mature. Contrairement à certaines personnes que je connais qui changent de petit ami comme de sac à main. C'est totalement injuste. S'offusqua Daisy. Et Marcus, le mois dernier? Et avant lui, il y avait James, puis Steven. D'accord, j'ai compris. Mais au moins, moi, je vis des expériences. Toi, tu vas épouser quelqu'un juste parce que papa et son ami en ont décidé ainsi. Où est la romance? Les papillons dans le ventre? Diana sourit mystérieusement. Qui te dit qu'il n'y a pas de papillons? Au cours des mois suivants, la relation entre Diana et Oliver s'épanouit. Richard et Catherine étaient ravis. Daisy, elle, observait depuis la touche avec un ressentiment grandissant. Non pas qu'elle désirait Oliver, elle le trouvait sincèrement aussi passionnant qu'un contrôle fiscal, mais elle avait l'impression que Diana recevait toute l'attention et l'approbation de la famille, tandis qu'elle était traitée comme l'enfant à problème. Les fiançailles furent annoncées 6 mois plus tard. Les préparatifs du mariage commencèrent aussitôt, Catherine se lançant dans l'organisation de ce qu'elle annonça être le mariage le plus magnifique que Lagos ait jamais vu. Diana demanda à Daisy d'être sa demoiselle d'honneur. « Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix », répondit Daisy avec une fausse douceur. À l'approche du grand jour, l'humeur de Daisy s'assombrit. Elle trouvait à redire sur tout. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était d'entendre les gens s'extasier sur le couple. « Ils sont absolument parfaits ensemble », entendit-elle. Le jour du mariage arriva dans une extravagance typique de Lagos. La cathédrale était ornée d'orchidées blanches et d'or. Diana était éblouissante, et Oliver rayonnait en l'attendant à l'autel.
Pendant que Diana et Oliver échangeaient des vœux poignants qu'ils avaient écrits eux-mêmes, Daisy ressentit une étrange torsion dans son estomac. Ce n'était pas Oliver qu'elle regrettait, mais l'opportunité perdue. Celle d'être la première, d'être choisie, d'être célébrée. La réception se tint dans le domaine familial. Le discours de Richard émut tout le monde aux larmes. Ma fille Diana a toujours été extraordinaire. Oliver, tu reçois une épouse qui se tiendra à tes côtés à travers toutes les épreuves. Prends soin de son cœur. Plus tard dans la nuit, seule dans sa chambre, Daisy se regarda dans le miroir. Elle m'a tout pris, murmura-t-elle. D'abord l'entreprise, maintenant mon homme. Une voix rationnelle dans sa tête protesta, il n'a jamais été ton homme. Tu l'as rejeté. Ça n'a aucune importance, dit-elle à voix haute, surprise par le venin dans sa propre voix. Je suis l'aînée. J'aurais dû me marier la première. La graine du ressentiment qui germait dans son cœur s'épanouit soudain en quelque chose de bien plus sombre et dangereux. Elle commença à échafauder un plan. Si Diana pouvait tout avoir, alors peut-être était-il temps pour Diana de tout perdre. Les jeunes mariés revinrent de leur lune de miel, plus amoureux que jamais. Diana se replongea dans le travail avec une énergie renouvelée. La vie semblait parfaite. Mais Daisy, telle une araignée, tissait sa toile invisible dans l'ombre. Elle commença par se lier d'amitié avec le personnel de maison de Diana, offrant de généreux pourboires pour de petits services. Tenez-moi simplement au courant de l'emploi du temps de ma sœur, disait-elle à la gouvernante, lui glissant une épaisse enveloppe de Néra. Elle utilisa la même stratégie avec les employés subalternes de l'entreprise, se faisant passer pour la sœur inquiète. En réalité, elle construisait un réseau complet d'informateurs qui lui rapportaient chaque mouvement, chaque réunion, chaque projet de Diana. 3 mois après le mariage, Diana commença à ressentir des nausées matinales et une fatigue inhabituelle. Elle soupçonna une grossesse. « Je pense que nous devrions voir le médecin », dit-elle à Oliver. Le lendemain matin, le gynécologue, le docteur Williams, confirma ses soupçons avec un large sourire. « Félicitations, Madame Thompson. Vous êtes enceinte d'environ 6 semaines. » Diana était folle de joie. Le même après-midi, elle reçut un appel urgent d'un client important à Abuja. « Madame Thompson, nous avons une situation critique. Nous avons besoin de vous ici immédiatement. » Diana soupira. « Si vous prenez l'hélicoptère de la compagnie, vous pouvez être de retour à Lagos dans la soirée. » Diana accepta à contre-cœur. L'hélicoptère était quasi neuf, piloté par le capitaine James, l'un des aviateurs les plus expérimentés du Nigeria. Elle appela Oliver pour le prévenir. « Je serai de retour ce soir, et nous devrons avoir une conversation très importante. J'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Daisy avait surveillé l'emploi du temps de Diana. Quand elle apprit le voyage imprévu, elle passa un appel depuis sa chambre verrouillée. « Ça doit se faire aujourd'hui », dit-elle doucement dans son téléphone crypté. Elle prend l'hélicoptère cet après-midi vers 14 heures. Assure-toi qu'elle ne revienne pas vivante. Fais en sorte qu'elle disparaisse de ma vie pour toujours. Je ne peux pas la laisser continuer à prendre tout ce qui devrait m'appartenir. La voix à l'autre bout du fil était calme et professionnelle. Considérez que c'est fait. Il n'y aura aucune trace menant à vous. Diana monta à bord de l'hélicoptère à 14 heures précises. Le vol vers Abuja se déroula sans incident. À 16 heures, ils étaient prêts à repartir pour Lagos. Ils étaient environ à mi-chemin lorsque l'hélicoptère se mit à trembler violemment. « Que se passe-t-il » demanda Diana, inquiète. Le visage du capitaine James était crispé de concentration. « Quelque chose ne va pas du tout avec les moteurs, madame. » L'hélicoptère piqua dangereusement. « M'aider ! M'aider !» cria le capitaine dans sa radio. Hélicoptère Adabola Lima November 749. Panne moteur complète, nous tombons. Il égrena leurs coordonnées tout en luttant désespérément, mais il était trop tard. L'hélicoptère, en perdition, s'écrasa dans l'épaisse canopée forestière avec un impact fracassant. À Lagos, Oliver reçut un appel paniqué du directeur des opérations de vol. « Monsieur, nous avons perdu tout contact avec l'hélicoptère. » Le sang d'Oliver se glaça. Une vaste opération de recherche fut lancée. Richard, Catherine et Daisy se précipitèrent au centre de commandement, le visage ravagé par l'angoisse. Daisy joua son rôle à la perfection, pleurant aux moments opportuns, mais à l'intérieur, elle ressentait une satisfaction perverse. Les équipes localisèrent l'épave 2 jours plus tard. Ils retrouvèrent les corps du capitaine James et de l'assistante de Diana. Mais de Diana, aucune trace. Elle a dû être éjectée lors du crash, expliqua le coordinateur.
Après une semaine de recherches intensives, les autorités la déclarèrent officiellement morte. Le service commémoratif eut lieu sans corps. Oliver, la voix brisée par le chagrin, partagea de précieux souvenirs. Diana était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Alors que le cercueil vide était mis en terre, Daisy versa des larmes parfaitement convaincantes. À l'intérieur, elle se sentait triomphante. Mais Diana n'était pas morte. Éjectée de l'appareil, sa chute avait été amortie par les branches d'un arbre gigantesque. Grièvement blessée, le bras gauche et les 2 jambes fracturées, elle avait perdu connaissance. Elle fut découverte par Mama Grace, une veuve pauvre qui vivait en lisière de la forêt. Malgré son âge et sa petite taille, elle réussit à descendre la femme blessée et à la transporter jusqu'à sa modeste maison en briques de terre. Pendant 4 jours, Diana oscilla entre conscience et inconscience. Mama Grace nettoya ses plaies avec des herbes médicinales et la nourrit de soupe. Lorsque Diana ouvrit enfin les yeux le 5e jour, elle fixa le plafond de chaume sans comprendre. « Où suis-je » murmura-t-elle. Mama Grace lui expliqua. « Quel est votre nom » Diana essaya de se souvenir, mais son esprit était une page blanche. Amnésique. Je ne sais pas, sanglota-t-elle. Le cœur de Mama Grace se serra. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Le repos te guérira. Les souvenirs ne revinrent pas. Les jours devinrent des semaines. Mama Grace décida de l'appeler Ada, ce qui signifie « première fille ». En guérissant, Diana, ou Ada, apprit les tâches de la vie du village. Elle apprit à puiser l'eau, à piler le manioc, à cultiver le potager. Son intelligence innée impressionnait tout le monde. 2 mois après l'accident, Ada remarqua des changements dans son corps. « Mama Grace, dit-elle un soir, je crois que je suis enceinte. » Une visite à la clinique de la ville voisine confirma qu'elle était enceinte d'environ 4 mois. Le père de l'enfant? Un autre mystère enseveli dans son passé perdu. Pendant ce temps, à Lagos, Oliver sombrait dans le chagrin. Le docteur Williams l'appela avec une nouvelle qui rendit sa douleur insupportable. « Monsieur Thompson, je pensais que vous devriez savoir. Votre femme était enceinte. » Oliver s'effondra. Il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi leur enfant à naître. Daisy, elle, mit en œuvre la 2e phase de son plan. Elle se mit à rendre visite à Oliver régulièrement, lui apportant des repas, se présentant comme un soutien fraternel. Diana aurait voulu que quelqu'un s'occupe de toi. Lentement mais sûrement, elle s'immisça dans sa vie. Trop anéantie pour s'en apercevoir, Oliver accepta son aide. Dans le village reculé, la grossesse d'Ada progressait. 8 mois plus tard, elle fut emmenée dans un petit hôpital sous-équipé. L'accouchement fut long et difficile. Quand tout fut terminé, le médecin annonça qu'elle avait donné naissance à des quadruplés. 4 bébés magnifiques et en bonne santé. C'est extraordinairement rare, s'exclama le docteur Okafor. Mais Ada, épuisée, ne vit que les 2 nourrissons qu'on plaça dans ses bras. Ce qu'elle ignorait, c'est que le docteur Okafor dirigeait un réseau de trafic de bébés. Voyant cette femme seule, amnésique et sans ressources, il prit une décision rapide et sans cœur. Il lui annoncerait des jumeaux et vendrait les 2 autres. « Vous avez été bénie avec 2 beaux enfants », lui dit-il. Un garçon et une fille. Ada, en larmes de joie, les nomma Timothy et Tina. Les 2 autres bébés, un garçon et une fille également, furent emmenés dans une chambre privée, préparée pour leurs nouveaux parents, un couple riche de Lagos, les Johnson, qui attendaient un enfant depuis 15 ans. Ils étaient fous de joie. Mais quelques semaines plus tard, les 2 bébés tombèrent gravement et mystérieusement malades. Ils pleuraient sans cesse, refusaient de manger. Les médecins étaient perplexes. Tous leurs tests sont normaux, expliqua un pédiatre. C'est comme s'ils étaient en deuil de quelque chose que nous ne pouvons identifier. Finalement, un spécialiste avança une théorie incroyable, le syndrome d'attachement. Parfois, les multiples séparés de leurs frères et sœurs sentent instinctivement qu'une partie de leur unité familiale est manquante. Les mois passèrent, et l'état des bébés empira. Les Johnson, épuisés émotionnellement et financièrement, prirent une décision déchirante. Une nuit, ils déposèrent les bébés à l'entrée du plus grand hôpital de Lagos, avec une note, « S'il vous plaît, prenez soin d'eux. Ils ont besoin de retrouver leur vraie famille. » L'histoire des bébés abandonnés fit la une des journaux. Oliver, qui visitait l'hôpital pour voir la femme d'un collègue, entendit les infirmières en parler. Quelque chose dans cette histoire toucha son cœur endeuillé. Le lendemain, il demanda à les voir. Dès qu'il prit les bébés dans ses bras, un miracle se produisit. Pour la première fois depuis leur arrivée, ils cessèrent complètement de pleurer.
Ils le regardèrent avec des yeux curieux. Il sentit une connexion instantanée. Ce jour-là, il prit une décision qui allait changer sa vie. Je veux les adopter. Le processus fut long, mais Oliver leur rendit visite chaque jour. Sous ses soins, ils commencèrent à s'épanouir. Il les nomma Peter et Priscilla. Richard et Catherine, d'abord sceptiques, virent la joie que ces enfants ramenaient dans la vie d'Oliver et les accueillirent comme leurs petits-enfants. Daisy, cependant, n'était pas du tout satisfaite. Ces bébés perturbaient ses plans. Elle changea de stratégie et commença à jouer le rôle de la mère de substitution. « Tu ne peux pas gérer ça seule », disait-elle à Oliver. « Ces enfants ont besoin d'une touche féminine. » Et Oliver, reconnaissant, la laissa faire, la voyant comme une aide précieuse. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Diana élevait l'autre moitié de ces mêmes quadruplés, ignorant tout de sa véritable identité. Timothy et Tina grandissaient et se révélaient être des enfants remarquables. Malgré leur environnement modeste, ils faisaient preuve d'une intelligence et d'une curiosité qui stupéfiaient tout le monde. À 5 ans, ils lisaient plus couramment que beaucoup d'adolescents du village. Diana s'était complètement adaptée. Elle vendait des fruits et légumes au marché et économisait chaque naira, déterminée à offrir à ses enfants une meilleure éducation. Un soir, elle annonça à Mama Grace, « Je veux que nous déménagions en ville. Ces enfants sont trop intelligents pour gâcher leur potentiel ici. » Après 2 années supplémentaires d'épargne disciplinée, Diana avait assez d'argent pour louer un petit appartement à Surulré, un quartier de classe moyenne de Lagos. Le jour du départ, tout le village était là pour leur dire au revoir. « Vous aurez toujours une maison ici », leur dit l'ancien du village. Diana serra Mama Grace dans ses bras. « Viens avec nous à Lagos. Je ne peux pas faire ça sans toi. »« Ma fille, j'espérais que tu le demanderais, » répondit Mama Grace avec un sourire. « Ce sont aussi mes petits-enfants. Bien sûr que je viens avec vous. » Ainsi commençait un nouveau chapitre, loin des cages dorées de la richesse, un chapitre écrit avec le courage et l'encre de l'amour maternel. Mais les destins, comme les fleuves, retrouvent souvent leur source, et les fils de cette incroyable histoire étaient loin d'être tous noués.